Auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, une question pour vous, mais une question surtout pour le Gap. Tu es plutôt frère Savdi ou frère Lebrun? Un frère Savdi et les deux frères Lebrun. Générique. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Drapeau Rouge, le podcast cinéma, le plus grand podcast de l'histoire. Je suis votre ami, Florian Epp. Je sais pas pourquoi. C'est quoi? Mais qu'est-ce Je que sais je comprends pas J'essaye de mettre des rythmiques quand je parle. Je viens de faire plusieurs heures de voiture et j'écoutais la radio et du coup... Est-ce que tu peux dire à tous les auditeurs que tu es allé à Deauville? Je reviens de Deauville, bien sûr. Ce qui n'est pas rien. Bah, ce n'est pas rien. Ça te situe quand même, quelque Ça part. me situe politiquement, tout à fait. Je pose la question, je note. Je peux dire aussi Je note. que je suis allé au casino de Deauville. Non, Oui. Et j'ai Je gagné note. 10 €. Voilà, je suis ressorti gagnant. c'est pathétique. C'est pathétique, mais c'est super. Figure-toi que sur le dernier coup, j'ai mis 1 € sur le 8. Le 8 est tombé. Voilà, 10 €. en tout. Enfin, j'avais misé en tout cas une dizaine d'euros. Et puis avec les pertes, Mais machin. c'est très saoudien, ça. Hein. C'est très... Mais Déjà. tout à fait. C'est très Uncut James. C'est Bah, très... ouais, j'ai tout mis T'as- sur le 8. T'as tout mis. J'ai tout mis sur T'as le mis 8. tes 5 €. C'est tout ce ça. qui te restait après ce voyage à Deauville. Bah oui. Et putain, Et c'est terrible. Mais je suis ressorti vainqueur de ce casino. D'ailleurs, il n'y avait personne à Deauville. C'était une ville fantôme. Voilà. Si vous voulez y aller et profiter, n'hésitez pas à y aller le lundi et le mardi en plein mois de février, puisque les gens ne vont pas... Pour toi, c'est les vacances scolaires. On dit tout ici. Bah, on dit Mais- tout. C'est les vacances scolaires. Mais les gens ne sont pas allés à Deauville. Bah, Ils sont je plutôt allés au pense- ski. Ouais, c'est ce que je me suis dit, en fait. Qui est une idée. C'est une idée riche. Ah bah oui, du C'est coup. une belle idée. Ah, c'est plus les riches qui vont à Deauville, donc oui. Non, mais je pas riche dans le sens... Non, mais je sais, mais du coup, moi je rebondis sur autre chose. Bien sûr. Mais vu que ils vont plus à Deauville d'habitude, là on est en février, ils sont plus partis au ski, je pense. Oui, c'est sûr. Alors, je pense que c'est le même public. Bah, c'est exactement la remarque que je me suis faite quand je Ouais. dévalais les rues désertes Tu dis, ils sont tous au ski. de Deauville. Tout à Ils fait. sont tous à Courchevel. Tout à fait. Mais c'est vraiment, vraiment les endroits sont vides. Je suis allé à un moment donné chercher un hamburger dans un restaurant Un hamburger. et il y avait personne. Genre vraiment personne. Il était bon ce burger. C'est important pour le public. Alors, c'était un restaurant italo-américain. Ok. Voilà. Donc il y avait burger et pizza. Ma femme avec qui j'étais à Deauville a pris Qu'on un embrasse. burger, bien sûr qu'on embrasse, qui a pris un burger, mais Mhm. c'était un burger avec des pains en pâte à pizza, Oh, qui ressemblait beaucoup plus à une espèce de calzone ça finalement. peut me chauffer. Elle n'était pas à 100%, C'est pas- et moi, la pizza, bon, c'était pas la pizza du siècle. Et devine combien j'ai payé: un burger, frites, boisson et une pizza. Alors attends. Parce que ça, c'est un autre sujet, on va y revenir aussi. Les prix de je Deauville, pense c'est que chaud, quoi. t'es à entre 40 et 50 balles. Non, t'es un abuseur. Non, j'ai payé 31,90 €. Un burger, une pizza. Je sais pas, moi, ça, dans mon monde, c'est cher. Pour un truc, menu une espèce burger. de snack. T'as pas pris de boisson avec la pizza? Non, il y a qu'une seule boisson. Il y a que, en fait, la formule burger coûtait genre 16 € et Mhm. le burger et la pizza coûtait 15. Ah oui, c'est fou que la pizza coûte moins cher que... Ouais, ok. c'est étrange. Pourtant, j'avais pris une pizza plutôt copieuse. T'as pris quoi? C'est quel goût? J'ai pris une pizza classique, la cannibale, tu me connais, viande hachée, Oui, bah oui, œufs, évidemment. origan. Voilà, On connaît bien sûr. les bases. Bah, moi, tout ce qui est sauce tomate, viande hachée, je ne suis pas moins qu'un Italio. Un Un Italo-nista. aficionados. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, mon nom de jeune fille, c'est Violino. Le nom de ma mère, quoi. Qu'est-ce que... Attends, comment... Violine? Violino, Violino. oui. Violino. Violino. Violine. Petit violon. Ah. Intéressant tout ça. Hein. Bah oui, j'espère que ça vous J'espère a que plu. Ça vous Ça intéresse, fait hein, 6 minutes que... Pardon, auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, mais je rentre de week-end et on n'en avait pas débattu, on n'avait pas Et débriefé oui, avec donc, le Gap. donc on vous raconte tout ça. Voilà, c'est ça. J'espère que vous êtes très intéressés par tout. Mais je crois que je t'ai même pas présenté, en plus je suis avec le Gap. Bah c'est moi, bonjour à tous. Mais ça va ou quoi?
Ça va, écoute. Bah oui. Écoute, on est là, quoi. On est là pour cet épisode. Bah ouais, pour parler des frères Safdie. On va parler enfin de bons films après avoir parlé de Hurlement. C'était compliqué, hein. Oh putain. Bon, je pense que vous l'avez entendu hein, dans Ouais. l'épisode. J'ai réécouté l'épisode avant-hier et j'ai beaucoup ri par contre. C'était très drôle. C'était une épreuve d'aller le voir, mais c'était marrant d'en parler. Et donc, oui, vous inquiétez pas, il y a des choses merci qui... Emerald Fennel. Je sais pas si on devrait dire ça, mais... Mais aujourd'hui, oui, on fait un petit épisode spécial Frères Safdie, Eh oui. puisqu'on va parler de Marty Suprême qui vient de sortir, au cas où vous ne seriez pas au courant. Et on va revenir aussi sur Lenny Cook, qui était un documentaire que les Frères Safdie avaient réalisé en 2013, Dingue. qui est assez fou, et qui au final un peu... Il y a un rapprochement avec Marcy Suprême. Il y a un rapprochement avec Marty Suprême, un rapprochement avec Smashing Machine. Il y a beaucoup de choses. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de Safdie dans Lenny Cook que dans certains films. En tout cas, beaucoup plus qui s'est révélé depuis la scission des deux, on va dire, puisqu'ils se sont séparés il y a pas longtemps. Enfin, en tout cas, ils ont Pas fait comme chacun. les frères Lebrun, du coup. Comme les frères Lebrun. T'as Félix, vu- comment t'as- s'appelle l'autre? Sont Oui. Non. Ils sont disputés? Non, pas du tout, mais t'avais vu cette vidéo, bon, c'était avant JO, où il y en a un qui gagne le titre de champion du monde, Ah comme oui, ça, et il face à s'élève l'autre, sur la et table. il s'élève comme un fou. Oui, oui. Oui, oui. On l'a tous fait pareil. Bien sûr. Mais c'est une vidéo exceptionnelle. Ouais. En Mais plus, c'est le petit frère qui gagne contre le grand, je crois, il me semble. non, je crois. Non. Non, justement, en fait, Je connais rien. En fait, le petit frère est meilleur que le grand frère, Ouais. sauf que il arrivait jamais à le battre. Ah, il le bully à chaque fois. Ah C'est oui, ça. mais oui. Jusqu'à récemment, je crois que récemment, il a finalement Bah, c'est fini pas par au le JO battre. déjà où ça switch, genre le petit était mieux. Ouais, peut-être. Je n'ai aucun souvenir. J'ai pas de souvenir non plus. Bravo à eux, hein, mais. Bien sûr. Mais ils sont allés loin, surtout en double aussi, je crois. Voilà. En tout cas, pour C'était revenir, le point tennis de table. voilà, pour revenir sur les frères Safdie, je suis personnellement un grand fan, Mais non. bien sûr. On en a déjà discuté quand on avait fait un demi-épisode sur Uncut James. Oui. De toute façon. Bah, Mais oui. surtout qu'on a fait Uncut James, on a Et parlé Smashing de Smashing Machine, et là on fait encore 2 films des frères Safdie. Bon, vous l'aurez compris. C'est un peu. On est dedans. Je suis très très content d'en parler. Et d'ailleurs, j'adresse une bouteille à la mer, ou en tout cas une plainte. J'aime bien name drop ici. Je vous cache rien, auditeurs auditrices de Drapeau Rouge. Ah, la croûte de nez. J'avais souhaité inviter Nicolas Moreno de la revue Tsunami, qui est un expert, enfin, qui est en tout cas grand fan des frères Safdie. Et qui sort un livre sur les frères Safdie fin avril que je vais m'empresser d'aller lire. Cependant, je vais lire ton livre, tu pourrais au moins lire mon message, Nicolas. Voilà. En tout cas, Non, merci. on l'embrasse. Non, mais je l'embrasse, mais ça va, on rigole, c'est bon. Ouvre mon message. Il y a un respect à avoir, tu me dis non, il n'y a pas de problème, Je te on est sens des êtres touché. humains. Non, je suis pas touché, c'est juste pour faire pour faire parler dans la sphère cinéphile. En plus, je l'adore, vraiment, aucun problème. Tu es le bienvenu quand tu veux. Réponds au message. Donc, on va parler de Marty Suprême dans un premier temps des frères Safdie. Petit retour sur les Safdie. Donc là, c'est Josh en solo. Josh, qui est réalisateur du coup new-yorkais, qui réalise son premier court-métrage, j'ai appris ça en 2002, avec nul autre que Robert Downey Jr. Ok. Voilà, dans la sombre époque dans l'époque faste de Robert Downey Jr. où il était Bon, après, est-ce que c'est. Bon, non, mais où il était dans sa vie personnelle, Ah oui, d'accord. Oui, où il était cancel et annulé de partout, sous drogue, enfin bref. C'était peut-être mieux à ce moment. Non, pardon. Mais sois pas dur avec Robert. Il a fait des mauvais choix de vie, mais c'est un bon acteur. Après, film suivant. Ok. Il a réalisé The Pleasure of Being Robbed, qui est donc son premier long métrage en 2008, qui était allé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, mais qui ne s'était pas trop fait remarquer. Le film a eu des critiques assez mitigées. Il le réalise en solo, il joue dedans, et Benny participe au montage, mais c'est un film de Josh. Le duo Benny et Josh se forme plus tard en 2008-2009, avec la sortie du film Lenny and the Kids, Daddy Longlegs en VO, qui lui aussi est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Cette fois-ci, le film est un peu plus remarqué. Tu l'as vu ou pas ? Non, malheureusement, je l'ai pas. Excellent film, c'est vraiment super. Mais malheureusement, ça fonctionne pas beaucoup. Il traverse une grosse période du désert. Et en 2013, du coup, sort Lenny Cook. Donc il y a quand même 3 ou 4 ans qui passent avant que ce film sorte.
pareil, il n'y a pas non plus un grand engouement, si ce n'est dans les sphères un peu indé, mais pas plus que ça. L'année d'après, ils sortent Mad Love in New York, qui est présenté à la Mostra de Venise, qui se fait remarquer un petit peu, mais pas non plus des masses. Ouais. La consécration arrive 3 ans plus tard avec Good Time, Robert Pattinson, A24. En gros, ouais, faudra attendre A24 pour vraiment exploser, quoi. Bah, en fait, je pense que A24 est arrivé au bon moment dans la carrière des Safdie, puisque eux ont eu le temps de faire leurs armes, ont eu le temps de créer un petit peu leur identité, de progresser et d'avoir, au moment où A24, et donc au moment où il y a une demande de cinéma indépendant un petit peu américain, eux, ils arrivent et clairement, ils mettent un gros coup de tête à tout le monde. Mm. Et donc là, à partir de là, le film marche très bien, ça cartonne, les critiques sont excellentes. Robert Pattinson, dans son film, ça aide toujours à se faire remarquer. Mais d'ailleurs, c'est lui qui choisit à chaque fois, Robert, qui a choisi les frères Safdie, quoi. Ah ouais? Ouais, enfin, lui était chaud de travailler avec eux, et c'est lui qui a... Très bonne réussite, ce film. Ouais, excellent film. Qui est... on suspecte que ce soit ce film de base qui a eu pour lequel comment dire, c'est pourquoi parce qu'il y a eu ce film qu'il y a eu la scission plus tard entre les deux d'ailleurs. Non, c'était sur Heaven Knows What. Ah ouais, c'est pas sur Good Time. C'est sur les deux, je crois. Ah, t'as raison, c'est Good Time. je crois que c'est Good Time, hein, oui. Oui. La fameuse. En fait, il y a eu des trucs sur c'est des rumeurs. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait eu une des figurantes qui avait 17 ans au moment du tournage, qui était mineure et qui a dû faire une scène de sexe avec un mec un peu problématique qui sortait de prison. J'avoue que j'ai pas trop suivi l'affaire, mais ça a l'air d'être un truc assez dark. C'est Josh qui était là. Benny l'aura appris quelques années plus tard qu'elle était mineure. Enfin, en fait, apparemment, ce serait de ce que j'ai retenu, c'est le mec qui fait le casting qui n'a pas dit aux frères Safdie ou qui a pas vérifié, enfin en tout cas qui a pas vérifié et qui l'a foutu là. Faut savoir aussi que les tournages des films des frères Safdie, c'est très inspiré de... Déjà, il n'y a pas beaucoup d'argent, en tout cas à cette époque-là. C'est des tournages qui sont très inspirés des films de Cassavetes, des films de Abel Ferrara, donc tous ces gens qui tournent un petit peu, comment dire, à la volée, quoi, qui vont prendre beaucoup d'acteurs amateurs, des gens qui sont pas professionnels, qui vont les foutre devant la cam, qui vont pas trop s'embêter avec les autorisations de tournage, qui vont un petit peu tourner n'importe où. Donc il y a forcément, ça ouvre un peu la porte au débordement, parfois, notamment sur ce genre d'histoire. Après, j'ai pas trop suivi exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est un peu dark. Il y aurait un truc dark après, bon. En tout cas, Josh l'aurait possiblement appris, mais pas le jour du tournage, je crois, quelques jours après, mais il aurait caché à Benny qui l'aurait appris plus tard et qui du coup... Après le Cut James. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils se sont séparés. Bon, écoute. Peut-être. Ça, c'est des histoires entre eux. C'est comme les frères Lebrun, ça. Oui, voilà, c'est des histoires entre eux. Non, mais donc... après, oui, ça, pour le coup, pourquoi ils se sont séparés? Est-ce qu'ils sont vraiment... Parce que je me souviens que Benny Safdie avait bossé sur la série de Curse de Nathan Fielder. Et j'avais regardé une émission. Il y avait une captation il avait présenté le final de l'épisode dans une salle de cinéma à New York. Et Josh était dans la salle. Et il lui parlait pendant le truc. Il y a Josh qui est là, mon frère et tout. Et j'avais vu des photos de Benny et Josh à l'avant-première de Marty Suprême. Donc, oui, non, il y a peut-être... Est-ce que... je sais pas. On ne sait pas. En tout cas, comme je le disais, pour reparler de cinéma, c'est inspiré de Cassavetes, Abel Ferrara, mais aussi forcément Scorsese pense beaucoup à Raging Bull dans beaucoup de leurs films. Puis de la façon de filmer le sport notamment, mais aussi beaucoup de cinéma européen. Ça, je crois que j'en avais parlé dans l'émission sur Uncut James, que je vous invite à aller réécouter, hein, qui était super. Évidemment. Et je parlais notamment de leur attrait pour le cinéma européen, et notamment pour le néo-réalisme italien des années 50-60. Donc, il cite beaucoup Le voleur de bicyclette de De Sica et Il Posto de Olmi, que j'ai vu du coup il y a quelques jours, que j'ai découvert, qui est un film incroyable, tu adorerais. Il Posto. Ouais, Il Posto, le poste. C'est sur un petit
Un petit qui ressemble énormément à Timothée Chalamet, d'ailleurs, c'est très drôle. Qui, dans la banlieue de Milan, enfin dans les campagnes de Milan, qui va pour trouver un job dans une espèce d'usine. Enfin, c'est pas une usine, mais en tout cas un job d'administration classique dans une entreprise. Et en fait, il va passer l'entretien d'embauche et tu vois comment il sélectionne les travailleurs, machin, comment ça se passe. Et le film est exceptionnel. La fin est incroyable. Enfin bref, je vous recommande ce film. Ok. Mais donc voilà, ça fait partie des influences des Safdie, tout ça. C'est des mecs qui ont une grosse culture ciné, qui ont, je trouve, des références qui me parlent. Donc, et puis ça se retranscrit dans leur cinéma. Eux-mêmes ont encore, en plus, mis leurs pattes et ont réussi à s'affranchir de tout ça. Donc voilà, c'est super. Marty Suprême, je n'ai pas envie de parler de la campagne marketing parce que on s'en fout. Oui, non. Honnêtement, j'ai vu beaucoup de gens. Il y a eu un matraquage publicitaire. Oui, voilà, mais c'est Chalamet, c'est bon. C'est bon. Et puis là, je cite Emmerich de Anecdate, Qu'on embrasse. qu'on embrasse, qui avait participé à une émission, avec qui j'ai parlé de Marty Suprême et qui a dit, avec qui on parlait justement des gens qui disaient ah, avec tout ce matraquage marketing, ça me saoule, alors que sans le matraquage marketing, vous ne seriez pas allé voir le film. C'est vrai. Et des influenceurs qui disent le matraquage marketing, ça me saoule, alors que eux-mêmes Oui. vivent du marketing. Bah oui, non mais c'est... Oui. Voilà, Ouais, big ça, up à Anecdate, allez follow. On connaît c'est toute cette super. hypocrisie. Voilà. Big up Anecdate. Mais maintenant, Marty Suprême est sorti, le film Ouais. existe. Timothée Chalamet, Abel Ferrara, Tyler the Creator, Gwyneth Paltrow, Dingue. Odessa Ozion, déjà casting de fou. Kevin O'Leary, parce que nous on le connaît pas, mais ce mec, c'est vraiment la pire raclure. C'est pas un acteur, c'est son premier rôle au cinéma, et c'est un homme d'affaires canadien, Putain. un espèce de Trumpiste au dernier degré qui notamment militait pour que le Canada fasse partie des États-Unis quand il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez de cette période où Trump voulait annexer le Canada. Kevin O'Leary, il était à fond. Il était trop chaud. Donc vraiment, Ouais, il joue son propre rôle dans le film. Voilà, Oui, c'est faut vrai. dire ça. Au moins, oui. Et mais donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense, le Gap, Alors. Suprême. Marty Suprême, sans être un très grand film, bon, déjà, je vous le dis, j'aime beaucoup ce film. C'est évidemment très savedien, on le sait, on vous le dira dans l'esthétique, sur la photo, sur Et Darius Khoury à la photo d'ailleurs qui revient après Oui, oui, Uncut bien James. sûr. Sur le type de narration, alors sur la narration, il y a peut-être du coup moins de surprises, parce qu'on est vraiment sur le style savedien, on est vraiment sur des rapprochements avec Uncut James, en tout cas Ouais. dans le développement, même si évidemment l'histoire est complètement différente. Mais, Même dans la BO. Hein. même dans la BO, Voilà. évidemment, il y a ce truc un peu, comment dire, un peu Électronique, électronique, je vais dire un peu cristal, mais aucun sens. Mystique. Mystique. Et oui, j'aime bien. Alors, autant le personnage de Timothée Chalamet est tellement antipathique au possible par rapport à sa façon d'agir avec les gens, autant il y a quand même des moments où on est... comment dire? On éprouve quand même une certaine... on se dit, ah, le pauvre, quoi. Une empathie. Une empathie, voilà. Alors que pourtant, il est très antipathique, ce personnage. Mm. Mais bref. En tout cas, voilà, c'est un beau film quand même sur le faux rêve américain. Ouais. Ça, on en reparlera aussi sur le documentaire d'après. Oui. Mais sur une personne, sur un prolétaire qui fait tout pour accomplir son rêve, quoi. Et là, son rêve, c'est d'être un joueur de tennis de table, du coup. Oui. Et qui va devoir, pour ça, il va devoir, du coup, avoir de l'argent. Ce qui est compliqué à trouver. Donc ça, c'était un peu un thème utilisé dans Uncut James, Dans tous leurs films. Hein. dans tous leurs films, d'ailleurs. Et pour avoir de l'argent, il va falloir essayer de faire affaire avec de riches hommes, de riches Ouais. bourgeois
qui vont... Ouais, c'est même plus des bourgeois, là. Oui, non, mais là, on est sur des stats, des strates qui sont... Et qui vont pas hésiter, eux, à l'humilier. Et je trouve que Geoff Savdi s'en sort très bien Mhm. sur cette histoire. Je- J'aime bien ce rythme de fuite constant. Ouais, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. J'ai déjà bien aimé dans Good Time, j'ai bien aimé dans Uncle James, et ben j'aime aussi là. Alors moi j'avais pas trop aimé Smashing Machine, enfin j'avais bien aimé sans plus. Ouais. Vous écouterez le podcast, même si j'ai peut-être été un peu positif à ce moment-là, mais Et aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, j'ai oublié le film. c'est un super film. J'ai oublié le film. Vraiment. Il n'y a rien qui me rattache à ce film. J'en parlerai quand on reviendra sur Lenny Cook. Ouais, On ok. reviendra sur Smashing Machine. Oui, parce que de toute façon, il y a des liens à faire. Mais voilà, en tout cas, Marty Suprême, ça reste un très bon film, Ouais, je quoi. suis d'accord avec toi. Moi, c'est un film qui a pas mal grandi avec moi. C'est un film que j'attendais beaucoup quand il a été annoncé, puisque, comme je l'ai dit, je suis fan des frères Safdie. Et c'est un film que, euh, au final, après, j'ai un peu. Je me suis dit, bon, on verra. Et j'avais pas. Je m'attendais à être un peu déçu. Parce que moi, quand le film a été annoncé, je m'attendais vraiment à un film un peu indé, tu vois, un peu comme Uncut James, quoi, un truc un petit peu resserré. Au final, Oui. le film a été très vite dévoilé son côté blockbuster, même si, attention, Il était vendu comme un blockbuster, voilà, en tout cas. il était vendu comme un blockbuster. Même la bande-annonce, je me souviens quand elle est sortie, je m'étais dit, bon, peut-être que c'est un film, ça dit un peu plus académique, un peu plus. Alors, il y a un Au peu, final, il l'est. Mais il est quand même plus académique que ce oui, qu'il oui, était avec Uncut il James. est très académique, enfin, non, mais il est beaucoup plus académique, effectivement. Mais il n'en reste que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal, pendant un moment, j'ai eu du mal à me défaire de. Ouais, comme je t'ai dit, hors antenne, je me suis un peu dit, ah, on dirait, c'est un peu Uncut James en moins bien, mais il arrive à me rechoper à des moments et il a réussi vraiment un tour de. Enfin, en tout cas, Josh Safdie, je pense que c'est un excellent réalisateur, excellent directeur d'acteur, et qui réussit toujours, excellent monteur aussi, puisqu'il est au montage avec, Mm. j'ai oublié le nom de son co-scénariste et co-monteur, ils ont monté et écrit le film ensemble. Et en fait, le film, pour dire un truc un peu trivial, vraiment, c'est qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde, et que, voilà, moi, personnellement, Ah oui, j'ai d'accord. pas vu le temps passer, je me suis pas Ah dit, oui, oh oui, là c'est pareil. un peu long, alors que le film dure quand même 2h29, tu vois, c'est à souligner. C'est quand même assez fort de réussir à faire 2h29 de fuite en avant frénétique. Alors il utilise un peu des artifices, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de musique, euh, Ouais, mais ça, toujours chez les Saoudis, de toute façon. toujours, donc voilà, il y a pas mal d'artifices de montage aussi euh, qui vont renforcer le côté fuite, pression, stress, qui va faire que on va être cloué à son siège si tant est qu'on rentre dans le film. Le personnage de Marty, du coup interprété par Timothée Chalamet, euh, bon déjà je trouve que Timothée Chalamet joue très bien. Je trouve que vraiment il est impeccable dans le rôle, il en fait pas des tonnes, il est vraiment bien. Le personnage, je suis d'accord avec toi, le personnage est très antipathique, mais je suis aussi d'accord avec toi, et ça c'est un point important que je voulais souligner parce que je l'ai vu pas mal revenir dans beaucoup de retours sur le film, en fait le personnage est tellement antipathique qu'on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour lui. Et moi à ce moment-là je questionne un peu le niveau d'humanité de certains spectateurs et spectatrices, où en fait si tu n'arrives pas à avoir de l'empathie pour un mec qui se fait littéralement prendre une fessée Mm. devant des Devant adultes des adultes bourgeois. parce que il a euh, bah enfin c'est un problème qui vous regarde. Encore une fois, j'aime bien cette phrase, mais parce que en fait, euh, c'est de l'empathie pure et simple. Même si le mec est un abruti Mm. et méchant, enfin pas méchant, mais en tout cas qu'il est, on va dire, ingrat Oui, avec son entourage et qu'il est très individualiste et, qui euh, prend toujours les mauvaises et qui prend toujours décisions. les mauvaises décisions. À un moment donné, il y a un truc d'humanité de personne ne mérite
de se prendre une fessée, de se faire humilier. C'est ça. Personne ne mérite l'humiliation. L'humiliation, c'est... Enfin bref, et avoir de l'empathie. On vous demande pas d'excuser. Les gens confondent souvent excuser et avoir de l'empathie. Le cinéma permet justement de prendre du recul sur ça et de pouvoir éprouver des sentiments et de pouvoir comprendre, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, de pouvoir comprendre des personnages avec qui on est diamétralement opposés moralement, tout ça. Et en fait, alors c'est un exercice, tu vois, c'est pas un truc, je pense... Vu que le film est marketé comme un blockbuster, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés en pensant voir un classique film américain, Rise and Fall, d'un mec un petit peu connard, mais qui a un petit peu bon fond, et en fait, on le pardonne. En fait, c'est un personnage safdien au dernier degré, quoi. C'est vraiment... Peut-être... Et moi, c'est là où ma théorie des frères Safdie sur... parce que beaucoup de gens en ont discuté, mais je pense que Benny a porté le cœur. Je pense que Josh est vraiment un excellent réalisateur. Je pense que niveau réalisation, technique, c'est un génie, ça se voit. Le mec est juste trop fort. Mais je pense que Benny a porté l'humanité et le côté un petit peu... l'humanité tout simplement. Où là, on a vraiment un film... qui nous en demande beaucoup. C'est pour ça que je suis pas non plus trop vindicatif envers les gens qui disent que le personnage est antipathique et que c'est difficile de ressentir des choses pour lui. Ça va très loin dans le... Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas le seul qui est antipathique. En fait, ça aurait été compliqué si lui était horrible. Mais tous les personnages le sont. Mais oui, c'est ça. Moi, Tous les personnages le sont, j'ai vu un truc qui disait le film est un... En gros, même sa meuf, elle lui pardonne tout. Sa meuf, elle est... Enfin, sa pote, en tout cas, Odessa Zion, elle est pareille que lui. Ils sont pareils. Elle est comme lui. Et c'est une meuf qui vit sur le mensonge, qui ment à tout le monde pour arriver à ses fins, qui magouille, qui fait des arnaques. Mais encore une fois, c'est des gens de... c'est des pauvres gens de New York dans les années 50 qui font partie de la communauté juive new-yorkaise prolétaire, donc qui subissent en même temps l'antisémitisme de l'époque. Enfin, le moment où t'as le personnage de Kevin O'Leary qui dit mon fils est mort en essayant de vous sauver. Mon fils est mort pour vous sauver. Genre, vous me devez un truc, tu vois. Alors que son fils est mort à la guerre du Japon. Rien à voir avec les nazis. En plus, le personnage de Marty lui dit mais non, c'est les soviets qui nous ont sauvés. Très bonne réplique, pareil. Bien sûr, évidemment. Très bonne réplique. On le rappelle. Bah, bien sûr. La Seconde Guerre mondiale, c'est pas les États-Unis. Non. Bref. C'est la grande URSS. Non, mais voilà, donc je trouvais ça intéressant sur l'empathie. Et en fait, c'est vrai que c'est un film, au final, si on va sur les personnages, où ce que je disais, c'est qu'en fait, tous sont antipathiques, et ce que ça montre, et c'est intéressant ce que tu disais sur le rêve américain, c'est clairement ça, c'est que, en fait, Marty Supreme, là où je trouve que c'est un bon personnage de cinéma, c'est que c'est un mec qui va mettre sa dignité personnelle envers et contre tout, quoi. Mais clairement. C'est le truc le plus important pour lui. Lui s'en fout de réussir, au sens qu'il s'en fout d'être riche, il s'en fout d'être champion du monde. Il veut être le meilleur. C'est ça. Peu importe. Peu importe comment ça se passe, peu importe la réussite, il veut juste être le meilleur. Et la scène de fin, elle est incroyable parce que... Enfin, la scène de fin. L'avant-fin, en tout cas le dernier match de tennis de table, bah, c'est un truc, ça aussi, qui est très safdien. C'est le côté... j'ai dit le côté. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. C'est le thème de la... Qu'est-ce que c'est gagner, qu'est-ce que c'est perdre. Et là, je trouve que c'est le moment où il le met à 100%, c'est-à-dire qu'il gagne le match et en même temps, il perd. Oui, donc... et ça convoque aussi, on peut convoquer... Enfin, c'est très intéressant qu'ils s'intéressent qu'ils mettent qu'ils s'intéressent à cette histoire déjà, qui se passe à cette époque où, du coup, on est l'après-Seconde Guerre mondiale, où
Jusque-là, on comprend que les Japonais étaient sanctionnés sur beaucoup de points, dont le fait qu'ils Oui, participaient pas aux compétitions de tennis de table. mais on revient à l'humiliation aussi, tu vois, c'est que... Bien sûr, il y a de ça. Et cette scène de fin, bah, c'est une séquence de un États-Unien qui se trouve au Japon. Ouais. Il y a un truc. Non, bien sûr, mais pour moi, le thème de l'humiliation, ça traite de tout le film, c'est que le rêve américain, en tout cas le rêve états-unien, les États-Unis est un pays qui humilie non seulement ses Ce pays concurrents, n'existe pas. il humilie le Japon à ce moment-là. Non Oui. content de lui avoir balancé 2 bombes atomiques, en plus il lui Il faut fait subir continuer. des sanctions catastrophiques Mm. et il humilie ses propres citoyens, puisque en fait il les force à être des merdes, quoi, parce C'est ça. que en fait c'est un truc qui est vieux comme le monde, quoi. C'est que pour être riche il faut tricher et il faut faire du mal et c'est un système qui pousse à faire ça, quoi. Et Marty est un pur produit de ce système-là, parce que lui il croit au fond de lui que en fait il est le meilleur, donc ça va marcher, quoi. Il y a une réplique à un moment donné vers le début du film où il dit ça. Je me rappelle plus exactement la réplique, mais où il dit que en gros je suis le meilleur Oui, et voilà. oui, tout à fait. Oui, Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il est le meilleur et il voit le danger japonais arriver. Ouais. Les Japonais qui arrivent dans la compétition, qui ont des raquettes différentes, un peu plus développées. Oui. Il y a ce truc, de, encore une fois, l'ennemi qui revient. C'est assez intéressant. J'aime bien aussi comment il traite comment dire, des profondeurs aussi des États-Unis. Alors, encore une fois, Ouais. c'est jamais aussi pertinent que ce qu'a pu faire Paul Thomas Anderson ou Ari Aster l'année dernière. Mm. Mais à travers le vieux monsieur qui a pris le chien là, qui a pris le chien. Oui, Abel Ferrara, ouais. Et oui. Et ça c'est exceptionnel cette séquence. Oui. Où du coup c'est très très Thomas Ouais. Andersonien d'ailleurs cette Mais séquence. le film est très pitillé, là aussi où dans la narration, le personnage de Marty a jamais un seul problème. Il y a toujours 2 problèmes minimum. C'est ça. C'est-à-dire que il y a toujours 2 problématiques à chaque séquence. C'est-à-dire que Oui. et ça c'est très pitillé, quoi. C'est-à-dire Mhm. qu'on est dans à un moment donné, c'est pas juste il doit retrouver le chien, il doit retrouver le chien et héberger sa copine. C'est vrai. Il doit aller au tournoi, au championnat du monde. Pour aller au championnat du monde, il faut qu'il trouve un moyen pour payer son voyage, pour payer son amende. Donc en fait, il y a minimum toujours 2 problèmes. Chaque scène commence par 2 problématiques. Et ça, oui, c'est très pitié, effectivement. Oui, totalement. Non, non, on est face à quelque chose. Et puis, bah, Tyler, the Creator, quand même. Bien sûr, On peut parler de Tyler, the ça Creator. fait quoi. plaisir. Dingue. Et vrai rôle. Enfin, voilà, il est présent, quoi. Ouais, très bon personnage qui joue Un un chauffeur peu de le taxi. Hein. chauffeur de taxi qui est un peu l'ami qui l'aide dans ses combines. Ils vont scammer des joueurs de tennis de table dans tout l'État. Moi, j'avoue, du coup, j'avais pas vu de bande-annonce. J'avais rien vu de ce film. Ok. Ce qui Malgré est le fou. matraquage. Oui, enfin, je voyais juste les Timothée Chalamet qui se prenaient sur les plateaux, machin et tout. Mais pareil, en vrai, tu sais Mais que moi, sinon, je n'ai rien vu du film. Je ne savais même pas qu'il y avait Tyler, the Creator. à ce point. Je jure. Ah ouais, mais t'as forcé. Ah, j'ai forcé, écoutez, c'est parce que vous êtes trop sur les réseaux partout. C'est vrai. Et du coup, à son apparition, j'ai fait waouh, putain, Tyler the Creator est là, je suis très content. Bah ouais, en plus, il joue bien. Son personnage est Oui. hyper intéressant. Et il y a une Oui. scène que j'adore dans le film où, à la fin, qui est une scène, pour moi, la preuve de quand même. Il y a plusieurs preuves que Joe Savvier est un bon, voire très bon, voire excellent cinéaste. Mm. Mais c'est ce moment où, à la fin, Marty revient au gymnase. Et là, il est accablé, il est dans la merde, il a plus de thunes. Et il y a Abel Ferrara qui arrive et qui lui dit j'ai ta pote à l'arrière de ma voiture, viens avec moi ou je te bute, quoi. Et là, il y a une très courte séquence. Il y a Ouais. Tyler Un jeu the de regard Creator avec Tyler the Creator. qui le voit
et qui est content de le voir. Et donc il y a un plan sur le visage de Wally, du coup, Tyler. Et là, il y a contre-champ sur Marty qui lui lance un regard genre je suis finito. Oui, Mais tout à en fait. une seconde, juste en un regard, et replan sur Tyler the Creator, où en une seconde, on comprend qu'il est en empathie avec lui, Mais mais qu'il qu'il lui faut dit rien faire. débrouille-toi. Oui, déjà, il déroute. Genre, Oui, tu oui, m'as oui, trop oui. mis. C'est... C'est ça, oui. c'est- Oui, c'est vrai, genre- c'est... Et parce qu'on sait que le personnage a une famille, Tu m'as que. trop mis dans la merde. Donc, ça, je trouve ça intéressant, Oui, tout à et fait. je trouve que c'est. J'ai vu pas mal de critiques aussi dire que on pardonnait tout au personnage de Marty, alors que personne ne lui pardonne rien. Genre, vraiment. Non, pas vraiment, non. Il y a- Tout lui retombe dessus, en Il y a fait. aussi, il y a aussi toute l'intrigue avec sa, enfin, l'intrigue, c'est pas une intrigue, mais toute l'histoire avec sa mère aussi. Mm. Non, il y a rien il a aucune bonne relation, finalement. C'est ça, en fait, tout lui retombe dessus et il paye toutes ses conneries au centuple, quoi. C'est ça. Alors Non, oui, il c'est- va loin et tout, mais après on peut aussi se questionner sur le fait qu'il soit obligé de faire tout ça pour gagner de l'argent. Un autre... Moi je trouve que si j'ai une critique sur le film, elle est purement formelle. C'est sur les scènes de ping-pong que j'ai trouvé bien, mais sans plus, j'avoue. Trop rapide. Ouais. J'ai pu lire, d'ailleurs, je connais rien, encore une fois, hein. J'ai pu lire que à l'époque, ça jouait pas aussi rapide. Ouais, j'imagine, oui. J'ai vu des images du vrai Marty. Je sais plus, c'est pas son vrai nom, Mauser, mais. Non, oui, c'est un autre. Oui. J'ai vu des images du vrai Marty. Je pense qu'on met le Gap et moi au camping sur une table de ping-pong. Je pense que vous avez à peu près le. Mettez en commentaire si vous voulez nous voir faire une partie de ping-pong. Après, je disais, on a un bon niveau, non? T'as un bon niveau. Ça va. J'ai passé tout le... Bon, après, c'était il y a 5 ans. J'ai passé tout le confinement à jouer au ping-pong. C'est vrai? Ouais. Ok, bah moi j'ai beaucoup joué au ping-pong aussi. Faudrait, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Ouais, moi non plus. Je pense que, je pense que le niveau serait... il serait quand même mieux que le vrai. On serait Mais- pas au niveau des frères Lebrun. Bon, Après- on va pas abuser, mais... Après, ils sont obligés de. Je pense qu'il est obligé de faire un peu spectaculaire. C'est comme si tu fais un film de foot qui se passe dans les années 50 et que Ouais, tu filmes le mais foot réalistement. C'est dommage. Tu vois Pelé qui trébuche en faisant un Si passement de tu jambe, mets t'as ton- pas envie. Ouais, oui, c'est sûr, mais si tu décides de mettre ton récit à ce moment-là, bah, c'est dommage de... Mais bon, Oui, oui, et après. ça va avec le... Comment dire, avec le rythme de tout le film. De toute Oui, façon, c'est il ça, fallait- c'est. Non, après, j'ai d'autres points. Vas-y. J'ai d'autres points où j'ai des réticences. Et Il y a lance-les. cette relation avec l'actrice, par exemple. Odessa Zayen? Ouais, Ok. voilà. Je suis pas Oui. dedans. Ok, d'accord. Ajouter ça, je vois pas le... Je sais pas. C'est pas la chose qui m'a... Ouais. Non. Ouais, je pense que ça rajoute. Si on parle purement cinéma, ça ajoute, ça ajoute des problématiques. Et... Bah, on est sur l'académisme. Ouais, non, mais c'est quand même. Et c'est... Non, je pense pas je trouve pas que ce soit académique parce que c'est une relation qui n'existe pas dans le cinéma américain. C'est ni de l'amour, ni de l'amitié, c'est lui s'en fout, elle a Oui, envie, on sait pas vraiment. Elle, on sent elle a envie d'être avec lui parce qu'elle veut juste s'extraire de sa situation. Lui n'a pas envie d'y penser, mais en même temps, il est attaché, donc Oui, des oui, fois, oui. non, moi je trouve que ça amène quand même de très bonnes scènes et bah, notamment toute l'intrigue avec le chien, je la trouve très bien. Non, Je suis aussi ça très va. content de voir Abel Ferrara qui joue un mafieux C'est vrai que qui a c'est vraiment la gueule de l'emploi. Ah, vraiment. Il est parfait, quoi. Personne n'y avait pensé avant, c'est fou. Non, et puis après, j'avoue, je la trouve pas si réussie que ça, la séquence de fin au Japon. Au Japon, Ouais. le match, je dis. Ouais, toute la séquence au Japon, je Ah ouais trouve, ouais, Ok. je suis un peu réticent par rapport à toute cette séquence, mais bon, après. Ok, moi j'ai trouvé ça bien. J'ai bien aimé. Bah, en fait, je m'attendais à plus de. C'est pour ça que je parlais des scènes de ping-pong. Je m'attendais à des scènes de ping-pong plus haletantes parce que c'est quand même un Oui. sport qui est très demandeur physiquement. Ça va très vite, c'est très dur. Mais t'es un savdi. À la fin, tu me le tues. C'est comme dans Uncut James. Bah, Après une victoire. ça,
tu meurs. Tu meurs. Oui, c'est Non, vrai. je plaisante, c'est pas là-dessus que... Non, Mais je trouve pas, je sais pas, je l'ai pas trouvé très réussi cette séquence au Japon. Après, bon, c'est pas, attention, je pinaille. Oui, non, mais on est là pour pinailler. Hein. On est là pour pinailler. Le film reste assez, très intéressant. Ouais, non, moi, c'est un film que j'ai bien apprécié, que j'ai beaucoup apprécié, et je trouve qu'il est beaucoup plus riche qu'il n'en paraît, et ça m'attriste toujours un peu quand des films sont pris par la foule populaire et que les gens disent n'importe quoi. Mais bon, après, je pense que c'est le destin de toutes les œuvres culturelles de notre époque, malheureusement. Pour tous nos détracteurs, qui sont nombreux ici, Bien sûr. on peut apprécier des blockbusters ici dans Drapeau Ah Rouge. bah attention. Et voilà. Bah oui. On l'avait déjà fait avec Superman d'ailleurs. Tout à fait, on a dit du bien de Superman. Sans comparer Superman avec les films des frères Safdie, mais on va pas non plus aller. Non, mais oui, loin. non, mais je pense qu'il y a aussi. On m'a dit souvent, on me l'a dit encore aujourd'hui même. Oh. Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit il y a 1 heure, on va dire. Ah oui. Dans un bar. Oh. Que on défendait plus les films d'auteur et moins les blockbusters. Enfin, les films grand public en tout cas. Alors, oui. Oui, mais après c'est pas notre faute. Mais ça nous arrive quand même. Ah mais bien sûr. De défendre des films grand public. Après, je pense que si on est honnête intellectuellement, et je dis un on public, pas nous deux, je pense que l'état du cinéma hollywoodien est... Je pense qu'il y a une régression du cinéma hollywoodien actuellement. À États-Unis. Ah, oula, on est sur notre débat là. Oui, non, mais je veux dire, les films grand public qui viennent des États-Unis, donc, sont dans un état catastrophique parce que il n'y a plus d'argent. Est-ce que ça l'a pas toujours été? Bah, il y avait quand même, oui, les films étaient relativement moins bons, mais là, on est particulièrement dans une époque où c'est l'enfer. Ah, je sais pas. Ah, si. Bah, attends. Ayant toujours détesté, enfin, pas toujours, mais en tout cas beaucoup. Je vais prendre l'exemple du MCU, voilà, le Marvel Cinematic Universe, qui a toujours fait qui ont toujours produit, à mes yeux, des mauvais films. Ça n'a quand même rien à voir parce que j'ai continué à aller les voir jusqu'à Thor 4, je crois. Mm-hmm. Franchement, tu compares Thor 4 avec Thor 1, ce sont 2 films de merde. Mm-hmm. Mais c'est grave. Là, on est à un niveau où les mecs ne finissent même plus les effets spéciaux, quoi. C'est compliqué. Et en fait, même l'économie états-unienne du cinéma, elle est en train de devenir... En fait, t'as des films à gros budget où quasiment tout le budget passe dans le marketing. Ouais, c'est pas faux. Et à côté, t'as des... Mais après, de dire que c'est nouveau, je suis pas... C'est pas nouveau, mais il y a eu une régression nette. Tu vois, je pense dans les années 2000-2010, t'avais quand même au moins 1 ou 2 bons blockbusters états-uniens par an qui sortaient, quoi. Qui étaient sans être exceptionnels, mais t'avais 1 ou 2 bons films. Là, ça fait des années qu'on n'a pas eu un vrai bon blockbuster, quoi. Tu parlais de Superman de James Gunn, qui est plutôt un bon film, mais... Oui, mais... Tu vois, même visuellement, il y a... Enfin, je sais pas. Après, il y a Hurlevent cette année, quand même. Ah, qui a tout relevé. Heureusement qu'il y a eu Hurlevent. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a des... Non, mais peut-être. Après, oui, ça a toujours été nul. Mais faudrait... Tu sais quoi, écoute, idée de podcast Drapeau Rouge. On fait... Je sais pas, je balance ça comme ça. On revoit des blockbusters. Ouf. Et on dit, est-ce que c'était mieux avant? Voilà, ça s'appellera comme ça, l'émission. Est-ce que c'était mieux? Est-ce que le cinéma était mieux avant? Personne ne l'a fait, en plus. Non, personne. Est-ce que le cinéma était mieux avant? Je pense que personne n'a traité de ce sujet. Personne. Non. Ah, sur YouTube, ça n'est jamais arrivé. Et personne n'a jamais dit que le cinéma, c'était vraiment mieux dans les années 80, quand on pouvait aller voir Retour vers le futur, manger un McDo et... Ah là là, mais quelle Voilà. belle époque, n'est-ce pas? Bah ça, c'était la belle époque. Ça, hein. c'était la belle époque. Voilà. Putain. Alors qu'aujourd'hui, à l'époque. avec leur woke, là. Maintenant, il y a des noirs dans le Seigneur des Anneaux. Non, mais dans quel monde on vit? Des grands monsieur de 40 ans qui ont ce discours, quand même. Hein. Oh, Voilà. bah, oui, bah, Bah oui. Oui, bah oui. Non, C'est grave, non, mais voilà. il y a des gens qui... Oui, non, mais bref. Et il y a des très bons films. J'allais passer sur Harry Potter aussi, mais...
Mais bon, encore une fois, ma take, si on aime Harry Potter après avoir passé 15 ans, c'est qu'il y a un problème. Je me ferai des ennemis. Moi, j'aime Harry Potter, donc je suis avec vous. Mais c'est pas grave, je le note. Non, mais c'est parce que toi aussi, tu n'as pas grandi avec Harry Potter. Mais bien sûr que si, j'ai grandi avec Harry Potter. Tu mens. Comment ça, j'ai pas grandi avec Mais t'as Harry jamais Potter aimé le cinéma. J'étais au cinéma, j'y étais au cinéma. Mais t'as pour aller commencé à voir aimer Harry le Potter. cinéma, t'étais vieux, t'étais déjà un télo. Nous, on a baigné dedans, nous, on s'est pris toutes ces conneries, on a été biberonnés avec. On a du mal à s'en séparer. Comprends-nous, purée. Oui, mais à un moment donné, il faut s'en séparer parce que. Non, mais bien sûr. Non, mais après, moi, je parle pas des gens qui... Voilà, il y a des gens qui sont encore fans d'Harry Potter aujourd'hui, genre fans premier degré. Il y a des Potterheads, hein. Il y a des Potterheads. Ça, c'est grave. On en connaît. Bien sûr. On les embrasse. On les embrasse, il y en a même qui ont participé au podcast. Donc, pour vous dire, on est ouvert. Non, mais ne venez pas nous dire qu'on n'est pas ouvert, parce que franchement, les efforts, on les fait. Les efforts, on les fait. Les cas sociaux, on les invite. Je plaisante. On vous Est-ce que embrasse t'as quand quelque même. chose à rajouter sur Marty Suprême? Non, moi. Non? Ok, on peut retourner chier sur le joueur du grenier. Alors, Waouh. je plaisante. Je Force- pensais pas du tout à lui d'ailleurs. Moi, oui. Ah ouais. Tu pensais à qui, toi? Bah, personne en particulier. D'accord, J'ai ok. mis des personnes en Tu particulier. vois, c'est la différence entre toi et moi. Mais putain, les critiques de joueurs tu regardes? Non. Mais à l'époque, il y a des extraits qui me tombaient dessus. Ok. Et notamment ce fameux extrait où le mec hurle dans sa voiture parce que il a vu un acteur noir dans la série Le Seigneur des Anneaux. Où il est vraiment dans sa voiture en train de dire « Mais je dis pas que je suis raciste, c'est que je ne comprends pas pourquoi il y a des hobbits noirs. C'est quoi le lore ?» Et vraiment, il hurle dans sa voiture et t'as envie de dire « Mais à l'époque, dans le livre, il y avait Jacob. mais t'as envie de dire, mais détends-toi, mec, c'est Ah des là hobbits. là. Ah non, bah en fait, parce que les hobbits, bah on sait qu'ils sont issus des terres de je sais pas, mais c'est des hobbits et des dragons. Tout est fictionnel. Mais rien n'existe. Tout est fictionnel en fait. Et je vais te C'est dire, pas- joueur du grenier, tu es actuellement dans le coma et tu rêves de tout ça, rien n'est réel. Tout n'est qu'une J'ai hâte production. de voir ça, la prochaine critique sur le prochain S-Word. Tout à fait. Est-ce qu'on n'irait pas du Oui. côté de New York? New York City. Retournons à New York finalement. Retournons à l'université. Et ouais, mais retournons aussi en arrière, en 2013, il y a 13 ans. C'est donc ça. Je passais le bac. 2013 Oui. Ah non, bah non, moi je passais pas le bac, j'étais en première. Voilà. J'ai un an de moins que toi. Hein. C'est l'annonce qu'on fait. Non, aujourd'hui, on a le d'ailleurs. même âge. Comment ça, on a le même âge? Attends, mais c'est fou ça. Eh oui, car... T'as sauté une. Eh oui, au CP. J'ai sauté le CP. Bon alors. on a sauté Auditeurs le et CP. auditrices de Drapeau Mais c'est Rouge. fou de sauter le CP par contre, parce que c'est vraiment le première étape de. C'est parce que juste je savais lire. c'est Je savais déjà lire, alors ils ont dit bon, bah, pas moi la de peine. mémoire, enfin j'ai l'impression que c'est au CP où on commence à vraiment apprendre beaucoup de choses quoi. Ouais, bah moi je savais déjà. Pardon. Tu as le droit d'aimer Harry Potter. Je savais tout. Pardon. Je suis HPI, et c'est pour ça, je pense que vous écoutez ce podcast parce que vous le sentez au fond de vous. Ah oui, Ce d'ailleurs. haut potentiel intellectuel. Et bientôt, on va critiquer, on va faire un épisode spécial sur la série HPI avec Audrey Fleurot. Mais je suis très content d'être enfin représenté à l'écran. Parce que vraiment, ça fait des années que je trouve pas mon pendant intellectuel à la télé. Et grâce à Audrey Fleurot et TF1, Voilà, je peux maintenant comprendre. Bref, il y a 13 ans sortait Lenny Cook Ouais. de Josh et Benny Safdie. Donc, documentaire sur Lenny Cook, à chaque fois, je parle de lui comme s'il était mort, mais Et non, il est toujours en vie, le Heureusement. boss. Il a la quarantaine. Enfin bref. Donc, qui était basketteur au début des années 2000, donc qui était un des plus gros prospects de NBA, enfin en Ouais. tout cas pour aller en NBA, qui a joué avec les Carmelo Anthony, les LeBron James, Joachim Noah, qui a produit le documentaire d'ailleurs. Qui est Oui, producteur. mais oui, totalement. J'ai vu ça Ouais. dès l'intro et j'ai dit ah ok. Ouais. Et d'ailleurs, il s'est mis une petite image de lui en train de
Il y a une intro au tout début où il y a... Oui. voilà. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi il y a Pourquoi il y a Joachim Joachim Noah, Noah au milieu de tout le monde? Oui. Oui, bah c'est... Évidemment, après respect à Joachim Noah, étant Évidemment. fan des Bulls, Évidemment. Joachim Noah m'a vraiment régalé à une époque où c'était très dur. Étant fan de Cleveland, j'en ai rien à foutre, mais... Quand même 2 fois défenseur de l'année, Joachim. Hein. Non, c'est vrai, non, Premier, bien sûr, on respecte. Et qui était bien meilleur que Rudy Gobert. Pareil. Voilà. Bref. Parce qu'il savait faire autre chose que des dunks et des rebonds. Mais force à Rudy. Hein. Oui, bah oui. Putain, mais aujourd'hui, je suis méchant, pardon. Ah bah, là, quand même. C'est parce que je suis fatigué, du coup, je suis en roue libre. Ah, tu J'oublie nous as... Goody Gobert, quoi. Tu nous l'as farci, ça y est. Rudy Gobert qui s'en prend. Goody Gobert qui s'en prend une. Mais après Rudy Gobert, Tout en louant Yannick Noah. Joachim. Joachim Noah. Yannick Noah que j'ai vu en concert il y a pas longtemps. Je vous expliquerai pas pourquoi. Ça te situe politiquement aussi. Je reviens de Deauville, tu veux voir Yannick Noah en concert. Vous êtes sur un podcast bien précis. Voilà. Je tiens à dire que c'était concert gratuit. C'était pas du tout... J'étais pas conscient. Enfin, j'étais pas conscient. Il y avait pas de volonté. J'étais à pas la base. conscient, c'est fou. Il était inconscient au concert de Yannick Noah. Parce que Guigui, faut savoir qu'il se met sous drogue dure. Et ensuite, il va avoir des concerts d'artistes. C'était même pas que Yannick Noah, c'était L.E.G. Et Yannick Noah. L.E.J. Oui. Ah oui, le L.E.J, trio ouais. de meufs qui reprennent des trucs avec la rasta blanche. Oui. Rasta blanche. Oui, mais il y avait un thème en tout cas de ce concert. C'est vrai Chaussures interdites, quoi. C'est vrai qu'il y avait un truc, il y avait un pattern. Il était pieds nus ou pas, Yannick? J'ai pas vu, j'étais trop loin. Purée. C'est pas comme si j'étais intéressé non plus par le truc. Bah, moi, c'est peut-être le truc qui m'intéresserait le plus dans un concert de Noah, c'est de savoir s'il est pieds nus. On va dire que c'était un truc dans la rue où ça vendait de la fondue savoyarde, des trucs comme ça. Donc j'étais plus intéressé par ça et la compétition de bûcheronnage qui était derrière aussi que cette histoire de Yannick Noah. Alors, ça situe aussi pas mal la carrière de Yannick Noah, hein, qui se C'est retrouve à faire dingue. des concerts gratuits aux compétitions de bûcheronnage. C'était dingue. Dans la Il rue. draguait toutes les meufs du public et tout, c'était fou. Yannick? Bien sûr. Bah, il perd pas le nord. Hein. Ah non, mais sacré Yannick. Purée. Roland Garros, c'est le dernier Français à remporter Roland Garros. Bah, quand même. le seul, non? Non, on l'a bu. Ah ouais? Qui l'a gagné? On a inventé Guy Forget? On a inventé ce sport, enfin. Roland Garros lui-même? Je ne sais pas qui est Roland Garros. Mais c'est marrant qu'on parle de ça parce que en venant, là, je suis passé devant Roland Garros et c'était la première fois. Ah ouais? Ouais. J'avais jamais vu les terrains de Roland Garros. On ira, hein. Oui. On essaiera de se faire inviter. En mai, on se fait Festival de Cannes, Roland Garros, et on vous emmène avec nous, auditeurs, auditrices. Là, c'est vraiment, si vous nous voyez à Roland Garros avec les petites casquettes, là, ça nous situera vraiment. On en sera là, quoi. Exactement. Mais Après, j'adore le tennis. Réellement. ah, moi aussi. Hein. Voilà. Ben, on était allé à l'Open de. Bien sûr. Ça s'appelle l'Open de France. Les Masters, tout simplement. les C'était les Masters, Masters de Paris. À la Tout à Défense fait. Arena. On avait vu ce bon. Comment il s'appelait? Corentin. Ah oui, c'est que. Le français qui Ah, était signé c'était- sur Echelon Records, là. Oh, mais l'épisode, c'est n'importe quoi, là. C'est Les références, elles sont. Qui est pas Corentin Moutet? Corentin Moutet. Oui, let's go. Qui s'était fait éclater d'ailleurs. Ah, bien sûr. 2-7-0, C'était pas dingue. photo, mais c'était cool. Ah oui. Mais bien sûr. Donc Lenny Cook, qui Lenny était, qui était donc gros prospect de basket au début des années 2000, mais qui était vraiment placé à un moment donné devant LeBron James dans les joueurs qui avaient le plus de hype, Devant le meilleur joueur de l'histoire, quand même. tout simplement. Ce qui est quand même assez fou. Et donc, en gros, ils ont retrouvé la première partie du docu. Ça a été filmé par un mec qui est un ami de la famille, apparemment. Ok. Des frères Safdie. Ok. Et à l'époque, Josh était... Je crois qu'il avait même pas 20 ans ou la petite vingtaine, quoi. Et en fait, lui, il commençait à vouloir faire des films. Et du coup, il voulait participer à ce truc, mais bon, le pote n'a pas voulu, parce que bon, c'était juste un petit. Mais il suivait ça un peu de loin. Et il dit d'ailleurs qu'il regrettait parce que lui, il aurait adoré... j'ai lu une interview où il dit « Moi, j'aurais adoré
être là pour filmer quand il était en boîte, quand il était, tu vois, pour filmer oui, tout ce que faisait Lenny Cook, qu'on voit pas en fait dans la première partie du documentaire, qui se passe au moment où Lenny Cook a entre 18 et 20 ans et qu'il est donc au lycée, il joue au basket. Au moment où, en fait, parce que ça se passe aussi à un moment charnière dans l'histoire de la NBA, où en fait les lycéens, normalement le cursus classique en NBA, c'est que tu fais le lycée, après le lycée tu vas à la fac, tu fais 2 ans de fac, où tu joues dans une équipe l'équipe de basket de ta fac, ouais. universitaire, tout à fait, et après tu as la draft, donc la sélection des joueurs, et tu vas être assigné à une équipe, et c'est un moment où les joueurs, beaucoup de joueurs ne vont pas à la fac et passent direct du lycée à la NBA, ce qui a marché pour des joueurs comme Kobe notamment, Kobe qui a fait direct le lycée à la NBA, Kevin Garnett aussi qui joue dans Uncut Gems, la boucle est bouclée, et mais qui a causé aussi des trucs, où notamment Kwame Brown qui est numéro 1 de draft au moment où Lenny Cook hésite à s'inscrire à la draft ou non, c'est Kwame Brown qui est sélectionné numéro 1 et ça a été une catastrophe. C'est ça. Lui a été un énorme flop. Il faut savoir qu'être sélectionné numéro 1, ça veut dire que t'es vraiment... Ouais, c'était le mec avec la plus grosse... C'est-à-dire que sur cette année-là, sur cette génération-là, on va dire, t'es considéré comme le meilleur de ta génération. C'est ça, et c'est une époque où... Enfin, c'est une année où il y avait des noms... je crois qu'il y avait D-Wade. Ouais, on était sur un truc où il y avait... des gros noms qui sont arrivés derrière, ouais. Des gros noms. Et donc Lenny Cook, on le chope à ce moment-là où il est à la fin du lycée. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va aller à l'université? Est-ce qu'il va s'inscrire à la draft? Il décide... Mais ça, on n'a pas beaucoup de contexte dans le docu. Et je trouve ça très dommage. En fait, on comprend pas ce qui se passe. Ouais, j'ai pensé aussi, ouais. C'est dommage. En fait, au moment où où il finit le lycée, il décide de pas s'inscrire à la draft. Mais il va pas en université non plus. Non, c'est vrai qu'il y a un flou. Il y a un flou. Mais après, je pense que c'est un flou aussi parce qu'il a des problèmes personnels. Donc, on est sur un mec afro-américain années 2000 qui vit dans une banlieue pauvre de New York. Qui est avec un entourage qui vit dans l'extrême pauvreté et donc qui a pas forcément les meilleures influences autour de lui. Il y a beaucoup de vautours parce qu'en fait en gros, tu n'as pas le droit d'être payé quand tu es basketteur universitaire ou au lycée, évidemment, parce que tu es mineur et que tu n'es pas professionnel, donc tu n'as pas le droit d'être payé. Mais il y a des magouilles d'agents qui, pour s'attirer les joueurs dans leur filet, donnent de l'argent en liquide. Et notamment, Lenny Cook, du coup, a beaucoup accepté d'argent et a fait un peu n'importe quoi avec l'argent. C'est ça. Et c'est ce qui le différencie de mecs comme LeBron James ou des mecs comme ça qui, eux, en fait, étaient à fond, étaient dans l'entraînement. Mais en même temps, il faut avoir une sorte de... Non, Dans quoi ? Non, je veux dire, il faut être mentalement, déjà, il faut... En fait, c'est ce qui... Lenny Cook, pour moi, en fait, c'est décevant parce que t'as envie de lui dire « Mais mec, qu'est-ce que tu fais ?» et tout. Mais en fait, c'est le plus humain. En fait, faut être un robot pour, c'est ça. Quand tu viens de l'extrême pauvreté, te dire « Ah là, je vais me lever à 5 heures, je vais faire 1000 pompes, courir pendant 2 heures, alors qu'on te file $20 000 pour aller t'amuser en boîte avec tes potes, toutes les filles sont avec toi. » Enfin, c'est exactement. Et donc, lui, il y a une histoire aussi de sa famille où, en fait, il y a une meuf méga riche qui le prend sous son aile et qui l'héberge chez elle. Pareil, on comprend pas trop pourquoi, quel est son intérêt. Enfin, ça, on est d'accord qu'il y a un petit manque de contexte parfois dans le documentaire. Parce qu'on est en manque d'images d'archives. Voilà, et du coup, je pense que ça manque de mise en contexte, même s'il fallait plus à l'écrit, mais bon, au final, c'est pas... C'est ça. Et donc ça, c'est la première partie du docu, où donc on voit qu'il finit, donc il passe 1 an où il déménage. Il part de chez cette meuf riche et il va s'installer dans une maison avec un mec, un pote à lui, qui est un peu un gars qui en veut à son argent, machin. Mais au final, il joue plus au basket pendant 1 an. Et il s'inscrit à la draft l'année d'après, en disant « Mais je suis toujours aussi fort, machin. »
Sauf que il est plus dans les circuits universitaires, il est plus dans les trucs. Et du coup, il n'est pas sélectionné à la draft. Et ensuite, il va jouer dans des ligues mineures de basket, où c'est des équipes de seconde zone. Et au final, il va arrêter sa carrière, puisque Il ne deviendra jamais le grand basketteur. il ne mettra jamais un pied en NBA tout Non. court, quoi. Non. Et donc, la deuxième partie du docu le récupère 15 ans plus tard. Donc, Quelle bonne idée déjà. mais oui, c'est super. Quelle bonne idée. C'est super. Et 15 ans plus tard, donc, Lenny Cook vit dans une espèce de... c'est trailer home, qu'on appelle ça comme ça, donc des espèces de caravanes, enfin qui sont des maisons, mais des mobil-homes, quoi, on dirait. Oui, comme Des sortes de grands mobil-homes, très... Voilà, on comprend qu'il gagne pas beaucoup d'argent. Il a pris 40 kilos. Tu le vois au début du docu, c'est un mec méga grand, Très athlétique, musclé. Et il y a une très bonne scène aussi où où ils regardent la draft en mangeant du McDo. Mais oui, mais bien sûr. Cette scène, elle est incroyable, mais en fait, elle dit déjà tout sur le... Ou quand tu le vois qu'il y a affalé sur son canapé en train de mater LeBron James. Ouais, mais ça, c'est après, ça, finales c'est de la deuxième conférence. partie, mais ça, c'est Oui. incroyable. Non, mais ça, dingue. c'est fou parce qu'on a vraiment... Et du coup, dans l'interview de Josh Safdie que j'ai lu, il dit que c'est même pas... En gros, c'est même pas eux qui l'ont mis en scène. C'est-à-dire que donc on a une séquence où il y a Lenny Cook qui fête ses 30 ans. C'est ça. C'est son anniversaire. Ouais. Il y a une scène pour moi, pardon. La scène où il chante Ivre mort, Ouais. Let me love you à sa copine. Mhm. Oh, mais c'est... C'est déchirant, c'est déchirant. incroyable. Il a incroyable, les c'est larmes aux déchirant. yeux. Enfin, c'est fou. Et ensuite, il rentre de exceptionnel. il rentre de cette soirée. Il se pose sur son canapé et il regarde un match de NBA. Et donc, il y a LeBron James qui est en train Des de mettre... orbiteurs. Ouais, qui fait un match de fou et tout. Et lui, il regarde un peu le truc. Regarde un petit peu ce que sa vie Ce aurait que pu lui aurait- être. ouais. Non, c'est dingue. Et, et on a ce rapprochement avec tu disais tout à l'heure, le rêve américain, un petit peu de, en fait, qui est devenu un peu impensif, mais oui, pour un LeBron James, il y a 10 000 Lenny Cook, quoi. Mm. C'est-à-dire que des mecs qui étaient super forts, qui avaient le talent, mais en fait, le système est trop dur, ça C'est ça. broie tout le monde. Il y a une séquence aussi où, dans la première partie du docu, où on le voit pendant un camp d'été, où un truc où ils font un entraînement pour se remettre en forme, un truc physique, de basket, quoi. Et où le coach dit faut faire 20 pompes. Et il y a tout le monde qui fait 20 pompes, sauf lui, quoi. Ouais. Et lui, il fait semblant de se mettre, il fait une pompe, il se relève. Et il y a un plan qui est ouf, où t'as vraiment juste Lenny Cook debout, entouré de une trentaine de mecs en train de faire des pompes. Et déjà, là, tu comprends, t'as déjà tout compris, tu sais que ça ne marchera pas. Ça fonctionnera pas. Parce que c'est trop un... Mais ouais, ça c'est la folie du sport professionnel. Mais bon, après, on pourrait faire tout un débat sur le sport professionnel et sur. Oui. Et sur à quel âge il est... Enfin, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que Oui, Lenny Cook, il y a il a l'âge. 18 ans à ce Mais moment-là, oui, quoi. bien sûr. Il y a quel âge Encore une fois, tu le disais tout à l'heure, mais tu donnes à un gosse de 18 ans, tu donnes des sommes faramineuses Ouais. sans qu'il soit exploité, qu'il doit bouger, qui doit faire qui doit s'entraîner tous les jours, machin. Mais évidemment que Bah oui. on serait beaucoup. Même Ah bah, moi, franchement. Je pense que j'aurais été plus Lenny Cook que LeBron James. Mais honnêtement. bien sûr, mais et comme tu disais, il devait en avoir mais des dizaines de milliers, voire ça se compte des centaines de milliers, mais dans tous les sports, on le voit surtout. Bah, bien sûr. On le voit surtout dans le foot. Il y a eu combien de nouveaux Ronaldo, de nouveaux Messi. Oh, il a 14, Et 15 encore. ans. Et encore, là, on parle de gens, tu vois, les nouveaux Zidane, les nouveaux Ronaldo et tout, on parle de gens qui ont quand même été pros, qui ont floppé, tu vois, mais Ouais. il y a des gens qui même Il y a un très bon docu, je le cite souvent et j'oublie toujours le nom, mais je sais pas si tu l'avais vu. C'était un documentaire Arte sur un jeune joueur qui, je crois qu'il a 15 ans au début du Ok. docu, 15 ou 16 ans, qui rentre en centre de formation
Ok. au Havre. En fait, Gros centre d'information. voilà, qui est vraiment un mec qui est vraiment le mec est super fort, surclassé toute sa jeunesse, c'est vraiment la nouvelle pépite et tout. Et du coup, il signe au centre de formation du Havre. Et en fait, le docu le suit. Et tu vois comment le mec, en fait, petit à petit, Ouais. il a du mal. Et puis, il est loin de sa famille. Donc, Encore une fois, c'est euh, broyé par le système. De toute mentalement, façon, mentalement c'est compliqué. Et puis petit à petit, il y a des gens qui lui passent devant, donc lui il perd confiance en lui, et il a un tempérament à vouloir aller s'amuser avec ses potes plutôt que d'être sérieux, donc du coup il perd. Et puis en fait, Mentalement, il y a un truc mental où c'est compliqué par rapport, déjà, loin de la famille. Déjà, quand ouais, t'es jeune, quand t'as 14 15 ans, t'es envoyé là-dedans, que t'es loin de la famille. Toutes les trucs, les sommes qu'on t'annonce, bah oui, la pression sociale, la pression. Enfin, tout le monde doit être autour en train de dire oui, bah lui, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or bah d'ailleurs qui est dans notre entourage. Lenny Cook, le Tout ce qui est film, concurrence aussi, évidemment, avec les autres. bah oui, C'est... mais la scène d'intro de Lenny Cook, c'est lui qui est avec ses potes, je sais plus si c'est dans le Bronx ou dans le Queens Oui. ou je sais plus de quel quartier il est originaire. Oui, où il explique, oh là, je vais Ouais, construire un cinéma, là, je vais c'est construire... ça. Et t'as Mais tous ses oui, potes qui sont autour. Hein. Voilà, c'est lui, c'est l'espoir de quelque chose de nouveau. mais C'est imagine trop la de pression sur. pression. Mais oui, c'est trop de pression sur un jeune de 17 ans. Et ça, c'est... Voilà. Et il y a beaucoup de gens, j'ai trouvé ça intéressant, où t'as beaucoup de gens dans le docu qui, quand ils parlent de Lenny Cook, disent ah oui, il est humble, parce qu'il dit jamais. Alors que moi, je pense que c'est pas de l'humilité. Je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il n'y arrivera pas. Oui. Et en fait, tu sais, il dit ah oui, il est humble, il dit jamais quand je vais jouer aller en NBA, il dit toujours si j'y arrive, Ouais, si tout à je fais fait, ça et oui, tout. oui. Je pense que lui est très lucide. Et Il est très lucide parce qu'il sait qu'il a pas ben oui, il aura jamais cette... il l'a pas. Et ce qui ne l'empêche pas, et c'est ça que c'est intéressant, c'est pour ça que la vraie vie est intéressante et que des fois c'est l'ambivalence de l'être humain est intéressante. C'est qu'en même temps, il sait qu'il a pas le mental, mais ça ne l'empêche pas d'avoir le seum de voir des mecs avec qui il a joué, C'est ça. de voir des mecs qu'il a battu, qui étaient moins bons que lui quand ils étaient jeunes, de les voir à la télé millionnaires alors que lui vit dans un mobil-home et galère à joindre les deux bouts. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Ils le disent pas non plus. Ou alors j'ai raté, mais ça m'étonnerait parce que ça Non, en m'avait. vrai, je crois pas. J'ai pas fait de recherche, mais on ne sait Non, pas de non, quoi il vit. On non, sait non, j'ai pas. plus le... Non. Mais bon, on comprend qu'il gagne vraiment très peu d'argent. Enfin, Misère. voilà, c'est un mec qui vit. À un moment donné, il cuisine, il fait des trucs, t'as envie de mourir, quoi. Il vit comme une personne, comme la plupart, hein, comme la plupart des gens dans le monde, ou même États-Unis, Ouais, hein, c'est mais ça. Et il y a une réplique qui est folle. À un moment donné, il est allongé sur son canapé et il dit, euh, je sais plus qu'est-ce qu'on lui pose comme question, mais on lui demande en gros s'il est triste d'avoir failli y arriver, d'avoir raté. Et en gros, il dit, bah non, moi j'ai été en haut. Non, j'avais rien. J'ai été tout en haut. Maintenant, je suis de retour où j'étais au départ. Mhm. Donc, en fait, j'ai rien perdu. J'ai juste fait un tour complet. Tu vois. Il dit un truc comme ça. Et en fait, à ce moment-là. Bonne réponse d'humilité. Mais oui. Mais en Ça, fait, c'est par juste. contre, c'était une référence à la vidéo d'Elysée Moon. Oh. D'accord. Ah oui. Le son d'humilité. Le son d'humilité. Tu la mets dans l'épisode. Et. Non, mais en fait, cette phrase, elle est folle parce que en gros, c'est un mec qui a tout vu. C'est un mec qui a vu la misère, qui a vu la célébrité et qui est retourné à la misère et qui a l'habitude en fait. C'est un truc. Donc. C'est marrant ce truc de... il est arrivé à la célébrité, mais pas vraiment. Enfin, il y a... Ouais, mais en fait, il a vécu. Il a été dans la peau de quelqu'un de célèbre pendant quelques années, tu vois. Bah, c'est ça, Quelques mois. En gros, si vous voulez une comparaison, même si c'est pas du tout la même chose, Non, parce qu'aux États-Unis, les jeunes, le basket universitaire, les jeunes, c'est quand même très très suivi. oui, mais on va dire, on va faire une comparaison parce que les gens sont plus intéressés sur son cas ces derniers temps, mais Victor Wembanyama, qui était très Ouais. suivi dans le monde entier avec ses performances en France, Mm. avant la NBA,
Bah, imaginez, qui est le prospect numéro 1, tout ça. Bah, imaginez, il allait pas à la draft et Ouais, ça aurait été fou. on est dans le même, c'est dingue. C'est dingue. Alors, c'est pas la même époque et. Oui, non, c'est pas du tout la même chose, mais imaginez, Victor, à un moment donné, il aurait dit non, bah, j'arrête le basket 1 an, il Ouais. revient 1 an plus tard, et il s'inscrit à la draft, enfin, il veut s'inscrire à la draft, et ça n'arrive pas. Et imaginez ça, enfin, ce serait dingue. Et c'est une sorte de. Tu vois, en fait, le film te montre comment ça tient à rien, parce qu'en fait, s'il avait. Si c'était juste mis. Si c'était inscrit à une université, à ce moment-là, toutes les universités le voulaient, parce qu'aux États-Unis, tu peux faire les plus grandes universités, même si t'es nul à l'école, si t'es monstrueux en sport, tu fais ce que tu veux. C'est ça. Voilà. Et en fait, s'il était allé à l'université, il se serait mis dans le cursus, parce qu'en fait, c'est un mec qui va un peu au gré du vent, quoi. C'est-à-dire que c'est un gars, Ouais. je pense que si tu lui dis, s'il s'inscrit à l'université, que tu lui mets un cadre de, voilà, il y a entraînement à telle heure, il y a ça à telle heure, il l'aurait sûrement fait. Et avec le talent qu'il avait, il serait. En plus, il avait vraiment. C'est vraiment le profil typique de la star de basket des années 2000. Oui. Je trouve que même physiquement, Oui. il a vraiment le physique. Il a cette espèce de. Totalement. Tu vois, ce petit cheveu sur la langue, cette voix un peu. Qui fait qu'il aurait une. Tu sens qu'il a une personnalité un peu. Ça aurait pu être une star. C'est pas comme un gars. C'est pas un simple. Oui. C'est pas juste un mec qui était très fort et qui a raté. Ouais, parce que ça, il y en a eu beaucoup. C'est pour ça, je pense que les samedis sont intéressés à cette Bah histoire oui. aussi. C'est que c'est un personnage et que ça aurait pu totalement matcher. Bah oui. Mais ouais, C'est un ouais, mec qui mettait des vitesses à Carmelo Anthony. c'est ça. C'est un mec qui regardait LeBron James dans les yeux. Et tu vois, même ça, c'est que le moment où ils s'affrontent, il passe un peu à côté de son match. Donc il y a déjà, tu vois, c'est le côté mental qui. Et tu vois, Ouais. on parlait de Marty Suprême qui était qui est un personnage antipathique qui prend toujours les mauvaises décisions. Mais en fait, il suffit de s'intéresser à la vie réelle pour se rendre compte que la plupart des gens font les mauvaises décisions C'est ça. parce que il y a très peu Mais de parce bonnes décisions à prendre dans la vie. Et parce qu'on leur demande de prendre des décisions à des âges avec, encore une fois, une pression phénoménale qui fait que, ben oui, à un moment donné. Et puis on te structure dans un certain circuit qui fait que tu ne peux pas être en mesure de prendre la bonne décision. Ouais. Quand tu as vécu dans la misère pendant 17 ans, on te dit, ce soir, soit tu vas en boîte open bar avec tous tes potes, soit tu te couches à 19h, payé, tu manges une soupe, parce que peut-être que dans 3 ans, si tu t'entraînes 6 fois par semaine pendant 4 heures, bah, tu seras une star de la NBA. Bah oui, en fait. Quand t'es né et que t'as grandi pauvre, ben, il y a une super scène d'Atlanta là-dessus, évidemment, Oui, avec le chien. Ben, tu veux accepter l'argent maintenant et C'est ça. tu veux comme dit, bah, du coup, Donald Glover. Mais moi, l'argent, j'en ai besoin maintenant, en oui, fait. la réplique, c'est les pauvres n'investissent pas parce qu'ils sont trop occupés à dépenser de l'argent pour manger. Un truc comme C'est ça. Et Lenny Cook, il est là-dedans. Et Marty Oui. Suprême, dans une autre Oui, mesure, et c'est ça. c'est qu'en fait, ils sont dans des où en fait le temps long n'existe pas. C'est-à-dire que, tu vois, je sais plus quel sociologue avait théorisé ce truc, mais qui disait qu'en fait, pourquoi, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi les pauvres mangent mal, par exemple, tu vois, ou bah c'est parce qu'en fait, c'est un peu ce truc de les pauvres n'investissent pas, c'est qu'en fait tu penses pas à Tu si penses tu pas vas à avoir moyen, long terme, tu penses Voilà. qu'à court terme. tu penses maintenant. En fait, ta vie est compliquée, tu cherches le plaisir simple, et donc tu vas manger de la merde parce que ça t'apporte. Voilà. Bon, il y a d'autres raisons, tu vois, mais en tout cas, ça en fait partie, et notamment, voilà, le plaisir instantané parce que tu n'es pas habitué à ça, C'est ça. et que tu sais que, en fait, tout est éphémère et que tout peut vite te retomber dessus. Et ce qui peut être faux en plus, parce que Lenny Cook, en plus, pour prendre son cas personnel, il avait quand même pas mal d'étoiles qui étaient alignées, c'est-à-dire qu'on parlait du coup de sa morphologie typique, de son côté un peu star à en devenir machin. Il y a donc cette femme, Debbie, je crois, je sais plus son nom de famille, Oui. qui est donc une meuf ultra riche, enfin, vraiment une millionnaire, quoi, qui le prend sous son aile, qui l'héberge. Mais lui prend la décision de partir et de... En fait, tu fais ça dans un film, je pense que le public d'aujourd'hui
se dit, bon, j'y crois pas, le mec ne peut pas quitter Ouais, non, cette mais c'est situation. Alors Tout à que fait. si dans la vraie vie ça se passe comme ça, et les gens prennent des mauvaises décisions parce que on n'est pas dans la tête des gens. Et je pense qu'en plus, encore une fois, c'est une autre époque. Ben, oui, Aujourd'hui, enfin, t'as toute la culture des réseaux sociaux, tout ça, qui fait que peut-être il aurait pas pris cette décision. non mais bien sûr, non mais parce que tu vois, typiquement tu parlais de Wembanyama tout à l'heure. Wembanyama, depuis qu'il a 15 ans, on sait qui Oui, c'est. non mais bien sûr. Non mais c'est vrai, oui, oui, non, mais c'est ça. Lenny Cook aussi, mais Oui. il n'y a pas le même suivi. C'est-à-dire que lui était une star locale pour ses potes, mais il n'avait pas conscience. Oui, que Victor, il était déjà une star dans le Après- monde entier avant même. Après Victor, il a le mental, c'est Oui, pas, oui, c'est oui. pas du tout le même profil. Non, non, mais c'était pour. Bien sûr, non, mais en termes de, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de Lenny Cook au fil des années, Mais nous, en fait, on entend parler même de ceux Mm. qui flopent en NBA, mais c'est déjà Oui, fou, mais c'est déjà fou d'arriver parce en que NBA. quand t'es drafté en NBA, t'es millionnaire. C'est ce qui est dit, Ouais. dans le Très bonne documentaire. scène aussi. C'est- Oui, oui. À partir du moment où t'es drafté, bam, d'un coup, t'es millionnaire. Bah ouais. Et ça, c'est déjà. Ça peut faire perdre la tête et tu comprends du pourquoi il y en a, ils ont. Et je pense que ça lui fait peur inconsciemment. Tu vois, il y a la scène où, cette scène dont tu parles, où il y a du coup le mec qui explique, Mm. voilà, vous allez toucher, genre, je sais pas, si vous êtes sélectionné en 10e position, vous allez toucher 3 200 000 dollars. Sur ces 3 200 000 dollars, t'as ça à payer, ça à payer, Comment la tu peux commission de perdre la machin, tête l'agent. Comment tu peux perdre la tête Et en fait, à la fin, il te reste 10 000 dollars par mois, je sais pas quoi. C'est dingue. Et en fait, je pense que Lenny Cook, à ce moment-là, il regarde et il dit un truc dans le docu, il dit moi, ça m'a beaucoup intéressé et tout. Et je pense que quand il voit ça, il se dit à quoi bon Tu vois, je pense qu'il y a un truc chez lui où il se dit ah ouais, donc en fait, tout ce travail pour toucher un contrat de 3 millions sur lesquels il me restera 10 000 dollars, il va falloir que je paye machin. La Et- flemme. Ouais, la flemme, quoi. La flemme. S'il faut, il y a de Même ça moi, aussi. ça me donne la flemme. Mais comme oui, ça. tu vois. Genre, il faut payer un agent, il faut donner une commission ouais, à machin, il oui. faut l'assurance de la voiture, Et l'assurance encore du une fois, il a 18 ans et c'est Mais des oui. responsabilités. T'as pas envie d'avoir ces responsabilités. C'est démesuré. C'est démesuré. Et là où je disais, pour revenir sur le côté un peu plus cinéma formel, là où j'y vois des similitudes avec Smashing Machine, où je pense que Lenny Mm. Cook est plus un film de Benny que de Josh. Dans cette fameuse interview que j'ai lue de Josh, Josh dit que... Alors c'est Josh qui a filmé tous les moments où... donc toute la deuxième partie du docu où Lenny Cook a 30 ans. C'est Josh qui est parti avec sa caméra et qui l'a suivi. Voilà. Mais c'est Benny qui a fait le montage. Donc qui a rechopé toutes les images Ouais. d'archives et qui a monté. Et Benny qui a dit... qui a donné l'idée de faire un montage chronologique. Donc, pour en gros, je sais plus la phrase, mais je trouvais que c'était une phrase très belle qui disait en gros pour respecter le moment présent de Lenny Cook. C'est-à-dire de pas faire un truc documentaire sportif dans lequel on va faire un flashback. Ouais. C'est-à-dire de vraiment être dans le présent avec lui Ouais. pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans sa le tête à côté ce moment-là. évolutif, C'est ça. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et ça peut faire perdre un petit peu de cette frénésie qu'on a dans les films des frères Safdie qui vont suivre et qui sont des films comme on a dit pour Marty Suprême ou Good Time, Uncut James, sont des films qui s'arrêtent jamais, où il se passe 1000 trucs, mais on gagne en humanité et on gagne pas en explication, mais en tout cas on comprend un peu mieux le personnage. Oui. Et moi, c'est ça que j'avais beaucoup aimé dans Smashing Machine. C'est un film qui est imparfait, mais c'est un film qui m'a vraiment touché dans son côté rapport au réel et au temps, rapport à la temporalité et à l'anticlimactisme du sport, tu vois, qui est quelque chose tout en étant haletant. Moi, c'est ça que je trouve fou dans Smashing Machine, c'est les scènes de combat, donc les scènes c'est MMA, c'est ça, UFC, Ah oui. je sais plus, qui sont en fait C'est MMA. MMA qui dure 20 secondes. Et en fait, voilà, il n'y a pas de grande musique, il n'y a pas de grand truc. J'aime beaucoup ça. Et je trouve que dans Lenny Cook, on retrouve un peu ce côté sport spectaculaire, vie classique. Ordinaire. Voilà, vie ordinaire. Oui, c'est vrai.
Et je trouve ça très humain C'est et vrai, très c'est beau. Et c'est un très grand documentaire que je vous recommande de... Ah, Ouais. on recommande beaucoup. Bien sûr. Si en plus vous aimez les documentaires, enfin déjà les parcours de vie comme ça, mais en plus, enfin les documentaires sportifs. Non, c'est. Oui, et puis si vous intéressez si vous vous êtes intéressé à la NBA Mm. dans les années 2000-2010, encore plus. Ah bah là, foncez, on est parce que dedans. parce que c'est vrai que le début peut être... Je pense que si tu... Pour les spectateurs européens, parce que je pense que les Américains Oui. ont tous des notions, tu vois, la draft, le truc. Oui, Je pense que si tu t'intéresses vraiment pas à la NBA, tu peux être largué sur le début. Parce que tu vois, tous ces concepts de oui, draft, oui, faut un oui, peu c'est clair. s'accrocher. C'est clair. Mais vraiment, la deuxième partie, c'est incroyable. Puis il y a cette scène, il y a Let Me Love You, Ouais. il y a la scène de fin où il se parle à lui-même, Mm. qui est un truc un peu, qui aurait pu être un peu mielleux, un peu grossier, mais c'est tellement beau comment c'est fait. Ouais, et puis Et ça puis- arrive après tout. Ouais, non, Ouais, c'est y a ça. Et pas- puis le texte, enfin, ce qu'il lui dit, Mm. tu sens que c'est pas écrit. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que Ouais. tu sens qu'ils l'ont laissé s'exprimer à ce moment-là, et il fait pas le monologue parfait, tu vois. Il fait pas le grand monologue émotionnel. C'est parce que c'est un vrai. C'est ça. un vrai personnage. On Et parle de c'est- quelqu'un de réel. On est C'est ça. complètement. Mais oui, quel Et film. il est trop touchant, Lenny Cook, et... Et on pense à lui. Bah oui, et très beau personnage de cinéma, et j'espère qu'il est heureux. On Il a pas espère. l'air malheureux, ça qui est... C'est qu'en fait, comme il Il dit... y aurait pu y avoir beaucoup de monde qui tombe. Ah bah ouais, c'est clair. Après ça, Tu vois, après, il a un une enfant. frustration pareille. Il a un enfant. À la fin du docu, ils disent qu'il va se marier avec sa Mm. copine avec qui il est. Il fait sa petite vie, quoi. Ouais. En étant... Mais c'est fou de faire sa petite vie alors que quand t'avais 17 piges, tu jouais avec LeBron James, Carmelo Anthony... C'est dingue, quoi. Ce Non, mec a c'est une ça. vie hors norme, et marche dans les rues comme si... La vie, c'est fou. Voilà. C'est La ma vie, c'est fou. conclusion. C'est toute une question d'opportunité. Bah oui, faut savoir les saisir. Dream big. Il dreamait pas big du tout, Lenny Cook. Non. Ouais. Non. Et c'était tout à son honneur. Est-ce qu'on quitte là-dessus? Est-ce qu'on rend l'antenne Moi, je pense de qu'il ce faut- long ouais, épisode Ouais, plein de digressions et de... c'est vrai. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Purée, j'oublie toujours de le dire au début, ça m'énerve. Alors que là, il n'y a plus personne qui écoute. Oh, Mais si, pour nous montrer que voilà. t'écoutes, bah tu t'abonnes, tu commentes. 5 étoiles sur Voilà. Spotify. Et sur Drapeau Rouge, le podcast cinéma sur Instagram, tu nous envoies DJ Mehdi. Voilà, j'ai levé les yeux, j'ai vu DJ Mehdi. Tu envoies DJ Mehdi au compte Instagram Drapeau Rouge pour nous faire, pour Et nous ça- signaler que t'as écouté jusqu'à la fin. Et là, c'est fou, c'est qu'on n'en reçoit aucun. Bah c'est possible. Je pense qu'il y a même des gens qui vont écouter jusqu'à la fin et qui vont avoir la flemme d'envoyer Oui, DJ Mehdi. je ferais partie de ce genre de Je pense personnes. que je le ferai pas non plus. Mais voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas. On vous offrira un sticker Drapeau Rouge. Allez, Allez, on fait ça. on fait ça. Et on vous souhaite de bonnes vacances de ski. Oh là là. Non, mais c'est dramatique. J'espère que personne n'écoute. Ou à Deauville, c'est parce qu'il y a personne. Voilà. Allez à Deauville. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler. On a dit quoi déjà? On n'a pas décidé. On n'a pas décidé. Ça va être peut-être le On film de verra. Bradley Cooper. Et c'est quoi l'autre qu'on a dit? Je ne sais plus. J'ai oublié. Ah, Oh, le son du silence. Ah oui. Avec Paul Mescal et Josh O'Connor. On verra. Voilà. Vos surprises. Des fois, c'est vrai que ces dernières semaines, des fois, on a mis des feintes. Bah ouais, mais parce que les sorties, elles sont bizarres, quoi. Oui, non, des fois, on a mis des feintes. On a dit, on fera ça, on ne l'a pas fait. Écoutez, ça fait un effet de surprise. Mais oui. Ouais. En tout cas, allez voir toutes les sorties. Comme ça. vous êtes Oui, au sûr. moins. Et on fera 2 films du passé. Voilà. Ouais. Exactement. Et. Moi, j'aimerais bien, parce que j'ai pas vu Grandmaster de Wong Kar-wai, qui est ressorti. Ah, je l'ai pas vu non plus. Je donc me dis ça pourquoi ressort, pas. Ouais, pourquoi pas. Vous verrez. Peut-être qu'on va parler de Wong Kar-wai, Bah ouais, on de l'a Bradley jamais Cooper. fait. Wong Mais Kar-wai, non. Bradley Cooper. Moi, en plus, sur le papier, je trouve ça... Et c'est pas mal. Ça me semble cool. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous. Gros bisous. Gros Et bisous. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.